vous êtes, vous, astrophysicien. Regard sur le film qu'on vient de voir. Oui, il est clair que l'exercice de faire un film, un documentaire sur des concepts de physique quantique et de physique en général est un exercice difficile, essentiellement, je pense, parce qu'on se heurte tôt ou tard au problème du langage, non seulement lorsqu'on veut faire un film, mais lorsqu'on veut écrire un livre pour un public plus large. Et nous tous, les physiciens qui tentons de vulgariser nos disciplines respectives, on se heurte tôt ou tard à ce problème des limites du langage, parce que nous utilisons des mots en physique, beaucoup de ces mots, certains de ces mots ont été inventés spécialement par la physique, mais d'autres mots utilisés en physique ont un sens dans le vocabulaire de tous les jours. Et le problème, c'est que le sens du vocabulaire de tous les jours est tout à fait différent que le sens que nous utilisons en physique. Donc, Étienne a mentionné le glissement de sens qu'il peut y avoir sur le mot incertitude, probabilité, qui est constamment utilisé en physique quantique. Il est clair que le mot incertitude dans le principe d'incertitude de Heisenberg en mécanique quantique n'a pas du tout le même sens que le mot incertitude dans la vie de tous les jours. Et constamment, on utilise des images et des analogies. On est obligé pour cela, pour se faire comprendre, on utilise des images et des analogies qui ont certaines vertus pédagogiques, mais il y a aussi le revers de la médaille. Moi, j'aimerais simplement faire un grand saut en arrière dans le passé et faire tout de même trouver les racines de toute cette histoire. La mécanique quantique, c'est le prolongement, je pense, d'un certain courant de pensée. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité grecque, le film en parle un petit peu évidemment avec les atomistes, mais il y a en fait, lors des premières tentatives de rationalisation du cosmos, c'est-à-dire une explication, essayer de trouver une explication physique et rationnelle de l'univers en termes de règles intelligibles et logiques, sans faire intervenir l'action des dieux par exemple, il y a eu effectivement deux grands courants de pensée. L'un de ces courants de pensée, qui a triomphé pendant pratiquement 2000 ans, c'est en fait la géométrisation de toute chose, la géométrisation de la physique. On trouve ça par exemple chez Platon. Il observe le monde, il trouve que le monde est d'abord le monde céleste, gouverné par les mouvements donc apparents des astres, des planètes qui semblent être des cercles. Donc on a des figures géométriques qui sont belles, qui sont parfaites, les sphères et les cercles. Et puis, selon Platon, il y a également le monde d'en bas, qui est le monde gouverné par des éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et Platon trouve également une géométrisation pour expliquer la façon dont ces éléments interagissent entre eux. Et Platon va faire intervenir ce qu'on appelle des solides platoniciens et que les géomètres aujourd'hui appellent des polyèdres réguliers. Mais donc, ce sont il y a vraiment une tentative de géométrisation complète de la physique. D'un autre côté, il y a un autre courant de pensée, c'est même à la limite, je dirais, une autre esthétique pour voir le cosmos, qui est celle effectivement développée par des atomistes ou des philosophes comme Héraclite, qui eux imaginent au contraire le monde comme constitué d'éléments fondamentaux, ces fameux atomes, les particules insécables, des corpuscules élémentaires, et toute la réalité physique du monde est régie par des échanges et des interactions entre ces particules élémentaires. Donc ce sont vraiment deux courants de pensée très profonds qui étaient à peu près irréconciliables, et il faut voir aujourd'hui qu'ils sont toujours irréconciliables, quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une vision épistémologique très simplifiée, mais juste pour déterminer, il me semble que dans la continuité de la géométrisation de la physique, on trouve la théorie de la relativité générale, on aura l'occasion d'en parler plus loin, et dans la continuité de la vision d'une physique où on a des particules qui interagissent, théorie des champs, interaction de particules, on a la mécanique quantique. Et aujourd'hui, au XXe siècle, fin du XXe siècle, on a toujours cette grande question, cette grande quête d'une unification de ces deux visions. Parce que ce qu'il y a, c'est que ces deux visions marchent très bien dans leur domaine respectif. Jean-Pierre Luminet, vous disiez que vous étiez du Vaucluse tout à l'heure. Alors on a peut-être un enfant du Vaucluse. Dit Jean-Pierre, c'est quoi la physique quantique? Je commence par éluder la question en disant, de toute façon, moi je ne fais pas vraiment la physique quantique, je suis astrophysicien. Alors on me dit, ah bon, alors tu regardes les étoiles? Je dis non, hélas, et là je vois souvent une lueur de déception dans le regard. Non, je ne regarde pas les étoiles, parce que l'astrophysicien fait de la physique des astres, il essaie de comprendre les mécanismes. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien, plutôt que de comprendre même la physique des astres, je travaille sur des choses assez étranges, comme par exemple la forme et la nature de l'espace et du temps. Donc effectivement, mes domaines qui me passionnent, mes domaines de prédilection,
prédilection, c'est la théorie de la relativité et les frontières de la théorie de la relativité avec les trous noirs et les modèles de Big Bang. Mais il est intéressant qu'à ce niveau, alors après je peux utiliser effectivement pour expliquer à mes enfants qui m'ont maintes fois posé la question, papa, est-ce que tu penses par exemple que l'espace est infini? À moi ça me semble absurde, mon gosse à 6 ans me disait ça. Je dis oui, c'est une question très très profonde sur laquelle je travaille depuis de très nombreuses années. J'ai évidemment pas du tout de solution, mais enfin, j'ai quelques modèles à proposer. Parce que c'est effectivement l'une des questions qui me fascine, par exemple l'idée que l'espace dans sa globalité puisse donner l'illusion de l'infini tout en étant fini parce qu'il est replié sur lui-même. Puis il y a d'autres questions, alors cette fois-ci plus directement liées à la physique quantique, parce que tout de même si je suis là en étant astrophysicien, c'est parce que l'astrophysique, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, utilise dans certains de ces domaines la physique quantique, bien entendu. C'est notamment la forme de l'espace, mais cette fois-ci à très très petite échelle. Imaginons qu'on ait une gigantesque loupe qui nous permette d'analyser la structure intime de l'espace et du temps sur des échelles aussi petites qu'une longueur fondamentale, dont on aura sans doute l'occasion de parler, qui s'appelle la longueur de Planck, et qui est aussi petite que le 10 puissance moins 33 cm, il faudrait convertir en zéro, mais je ne sais pas combien ça fait, enfin, ça fait 1 sur 10, sur 10, 33 zéros. L'idée c'est que à ce niveau-là, la gravitation devient comparable en influence sur la nature des choses à la physique quantique. Et à ce niveau-là, il faut sans doute revoir complètement les concepts habituels sur l'espace et le temps qui sont proposés par la relativité générale, peut-être aussi revoir quelques-uns des concepts de la physique quantique pour décrire la nature de l'espace et du temps à une échelle quantique, puisque l'espace et le temps pourraient eux-mêmes être pulvérisé, entre guillemets, ça fait partie des mots analogiques qui ne veulent pas dire grand-chose. Interdit. Pour être constitué d'une sorte d'écume ou de mousse, de grains d'espace et de grains de temps. Oui, je dis ça un peu par provocation, mais en tout cas, ce sont des concepts extrêmement intéressants qui me fascinent, la forme de l'espace sur toutes les échelles. Finalement, ça va bien au-delà de la mécanique quantique. La relativité et la mécanique quantique, pour toi, sont des théories faciles et bien adaptées par rapport à ce que tu nous racontes là. Je n'aurais pas la prétention, comme l'un des personnages qu'on a vu dans le film, de dire que tout ça est facile et bien compris, non, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de physiciens aujourd'hui, vous le savez très bien, qui cherchent en fait à faire une théorie qui unifie ces deux grands piliers de la physique moderne. Et ça, on entre dans des spéculations tout à fait étonnantes qui bousculent encore les concepts, qui pourtant, les concepts de la relativité et de la mécanique quantique sont déjà difficiles, mais quand on est obligé de passer à des dimensions supplémentaires cachées de l'espace-temps enroulées sur elles-mêmes à l'échelle microscopique, là vraiment le problème de langage devient encore plus difficile. Oui. Vous êtes témoins les uns et les autres de tentatives de récupération, on a essayé des fois de vous embaucher pour vendre une... Oui, c'est relativement fréquent. Tout ça me fait penser à une Surtout, belle alors phrase. Vous êtes astrophysicien, donc presque astrologue. Mais ça me fait penser à une belle phrase de Maeterlinck qui disait « Dieu est un mot qui déguise somptueusement ce que nous ignorons ». C'est vrai qu'avec des mouvements New Age ou des gens qui ont une pensée métaphysique bien légère, tout ce qu'ils ne comprennent pas et qui semble à la frontière de nos connaissances de la physique, semble effectivement la porte ouverte sur une autre réalité absolument transcendantale. Et c'est ça, effectivement, le danger de glissement. Nous sommes constamment sollicités, les physiciens quantiques, et en plus aussi quand on est astrophysicien et qu'on travaille sur les trous noirs, le Big Bang, alors là en plus, ce sont des questions encore métaphysiques sur la naissance et la création de l'univers, et on est constamment sollicité et tiré vers des dérapages. Il est très difficile de ne pas nous-mêmes glisser. Et je faisais allusion tout à l'heure à ces deux conceptions un petit peu antagonistes, la géométrisation complète de la physique et la description plutôt en termes d'interaction, théorie des champs, etc., que l'on retrouve donc dans l'antagonisme, entre guillemets, entre la relativité générale et la physique quantique. Donc je mentionnais aussi tout à l'heure qu'il y a des physiciens qui cherchent à une théorie unifiée, englobée dans un même schéma, ces deux conceptions du monde, et il y en a qui croient, il y en a qui ont baptisé cette théorie qui n'existe pas encore, ils l'ont baptisée théorie de tout, en disant en pensant très naïvement, sans doute, comme on a pu le penser à la fin du 19e siècle, que si on a une théorie qui vraiment brille ces deux piliers de la physique, on aura tout compris. Mais même ça, à mon avis, c'est une absurdité totale, et c'est oublier les leçons de l'histoire des sciences qui constamment nous enseignent. D'ailleurs, on présente souvent cette théorie du tout hypothétique et pas du tout démarrée, en fait. On la présente comme ce qui va nous permettre de tout comprendre et de donner la pensée de Dieu, etc. Il y a déjà l'idée que c'est une théorie du tout, ça veut dire que c'est la dernière. Alors si on a une théorie du tout, d'abord, comment est-ce qu'on sait que c'est la théorie du tout? Et d'autre part, il y a le risque d'être complètement inintelligible, c'est-à-dire qu'on ne saura même pas quel est le sens des concepts qu'on a mis dedans. Mais dans le domaine de l'infiniment petit, il y a encore une possibilité d'aller en dessous
de là où on est? Ça coûte cher. Pourquoi? Ah, vous voulez dire matériellement ou théoriquement? Théoriquement, au minimum. Il faut de l'énergie. Matériellement, on est au bout. Théoriquement, nous, scientifiques, on n'exclut rien. Ce que c'est qu'une particule élémentaire, ça a évolué avec les âges. C'était un atome jusqu'à la fin du 19e siècle. Après, on a vu l'intérieur des atomes. Et maintenant, on voit l'intérieur des protons et neutrons qui sont les quarks. C'est le stade actuel. Mais je ne crois pas qu'aucun d'entre nous puisse affirmer que c'est l'état ultime de la connaissance et qu'on ne va pas découvrir à l'intérieur des quarks. Non, mais simplement, pour voir des petits objets, il faut de l'énergie. Hein. C'est d'ailleurs un principe quantique qui le dit. Pour voir les quarks, par exemple, il faut des énergies suffisantes qui sont accessibles que par des accélérateurs de particules qui permettent d'accélérer à la vitesse de la lumière d'autres particules. Donc si on veut voir plus petit, il faut des machines plus puissantes, donc de l'argent, etc. Donc ça ne peut continuer que s'il y a une adhésion du public à cette démarche-là. Et si je ne m'abuse, actuellement on est capable de sonder finalement expérimentalement des distances grâce à l'énergie, des distances de l'ordre de 10 puissance moins 21 cm, c'est-à-dire 1 100 milliardième de milliardième. Ah oui, centimètres. Oui, excusez-moi. Centimètres, je ne parle pas en système. Désolé. Ah non, c'est encore pire. Voilà. Mais effectivement, on aimerait pouvoir effectivement sonder la structure intime de l'espace sur des échelles encore beaucoup plus petites, jusqu'à même aller à cette fameuse longueur de Planck dont je parlais tout à l'heure, où on pourrait trouver une sorte d'écume de l'espace-temps, mais là, comme le dit Étienne, ça coûte trop cher expérimentalement. D'ailleurs, on ne saurait même pas le faire. On ne sait absolument pas le faire.